Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Philippe Aubry, l'auteur du projet Histoire d'un Nord. Aujourd'hui, j'entame une série de 3 épisodes sur les 3 hameaux qui constituent la municipalité du canton d'Amherst, dans les Hautes-Laurentides. Saint-Rémy, Vendée et Rockaway Valley. Le premier des 3 épisodes que je vous présente est celui sur Saint-Rémy d'Amherst, le centre administratif de la municipalité. C'est le plus populeux des 3 villages. Saint-Rémy-d'Amherst se situe sur la route 323 qui relie Montebello à Mont-Tremblant. Ce hameau est bien connu pour sa tristement célèbre mine de silice, laquelle a causé la mort de nombreux travailleurs par la toxicité de la poussière du minerai qui cause la silicose. Certains d'entre vous connaissez peut-être également le coin vu la présence de la fameuse tour à feu, le vestige d'une époque révolue. Je tiens à remercier Jean-Guy Galipeau, le maire d'Amherst, pour sa collaboration à la recherche derrière cette capsule. Dans les Laurentides, le territoire est découpé en cantons, comme c'est la coutume sous le régime britannique. Non loin d'Arundel, le canton Amherst est délimité pour la première fois en 1861. Il ne sera qu'arpenté en 1878 et officialisé en 1883. Le nom vient d'un personnage important dans l'histoire du Canada, Jeffrey Amherst. C'est le commandant en chef des armées britanniques en Amérique du Nord au moment de la guerre de la Conquête, au cours de laquelle la Nouvelle-France devient une colonie britannique. Il est également connu pour un fait moins glorieux. Sa mémoire est ternie par sa haine virulente à l'endroit des Premières Nations. Après la reddition de Montréal en 1760, les guerriers autochtones sous le commandement du chef Pontiac, eux, ne considèrent pas la guerre terminée. Pour les exterminer, Amherst aurait employé des couvertes infectées à la variole pour contaminer les Premières Nations. À Montréal, on a choisi de changer le nom de la rue Amherst justement pour sortir son nom, sa mauvaise mémoire de l'histoire. Dans les Laurentides, dans le cas de la municipalité, le nom est resté. Les premiers colons à s'établir dans le canton sont des squatteurs. Ce terme désigne les gens qui s'installent sur des terres sans en détenir les lettres patentes, leur décernant les droits de propriété sur les lots. Cette situation n'est pas singulière à Saint-Rémy. On verra des colons s'installer de cette façon à Brébeuf et ailleurs dans les Laurentides. Lorsque le canton d'Amherst est arpenté puis officialisé, les squatteurs obtiennent les droits sur leurs lots. En 1873, une grave crise économique frappe le Québec. Cette situation profite au projet de colonisation du curé Antoine Labelle. Plusieurs personnes viendront refaire leur vie dans le Nord. Si généralement les colons des Laurentides viennent d'ailleurs dans la région des Laurentides et de Montréal, l'album du centenaire de Saint-Rémy nous apprend que ce sont des gens de Montebello, en Outaouais, qui viennent s'installer ici les premiers, soit en 1873. On compte parmi eux les familles Chalifou, Thomas, Carrière, Racicot, Pépin et Lavigne. D'autres pionniers sont originaires de Grenville sur la rivière des Outaouais et de Saint-Jérôme. Le curé Labelle vient les visiter en 1878 et il choisit l'emplacement de la future église de Saint-Rémy. Une première chapelle sera érigée en 1882 et en 1886, la paroisse de Saint-Rémy d'Amherst est officialisée. Le nom de la paroisse est choisi pour honorer le curé Rémy Prudhomme qui venait y donner les offices religieux vers 1883. Il relevait directement de Monseigneur Joseph Thomas Duhamel du diocèse d'Ottawa. Le premier curé permanent est Wilfran Saint-Laurent. Les paroissiens sont si pauvres à Saint-Rémy qu'ils ne peuvent faire vivre décemment leurs prêtres. Si bien que Monseigneur Duhamel choisit de financer la présence du curé de ses économies. En 1887, les 301 habitants du canton d'Amherst suffisent à la création de la municipalité.
Les premiers habitants étaient tous des cultivateurs. Les terres ne sont guère fertiles dans ce coin des Laurentides, ce qui n'empêche pas à tous de pratiquer l'agriculture. Vers 1895, les habitants deviennent plus prospères. Les familles s'autosuffisent. Les œufs, le lait, le pain et la viande se font tous sur la propriété familiale. L'hiver, les hommes se font tous bûcherons. Les chantiers sont dans le parc de la Montagne Tremblante, à Vendée et même à Sudbury en Ontario. Les femmes s'occupent de la maison, élèvent les enfants et font des vêtements pour toute la famille. Le dimanche, on se rend à la chapelle, une petite construction de bois en pièces sur pièces, à l'image des maisons de colonisation. La maison du Seigneur s'est faite malmener par les forces de la nature en 1885, en 1893 et au début des années 1900, alors que de violentes tempêtes estivales l'endommagent sérieusement. Rappelez-vous du derecho qui est passé dans la région des Laurentides en mai 2022. Ça avait fait des ravages. C'est probablement ce genre de tempête qui arrivait à l'époque. Une nouvelle église doit être construite pour la remplacer. Il s'agit de l'église actuelle, construite en 1906. L'intérieur possède une voûte d'arc en plein cintre, une nef à 3 vaisseaux et il est magnifiquement décoré de l'œuvre Le baptême du roi Clovis par Saint-Rémy de Georges Delfosse, un artiste qui est originaire de Mascouche. L'œuvre est bénite en 1928 par l'archevêque Joseph-Eugène Limoges du diocèse de Mont-Laurier. À l'extérieur, le clocher a été rénové en 1974. Il est beaucoup plus modeste que celui qu'il remplace. À l'époque de la colonisation, la poste, communément appelée la malle, voyage par carriole. 1 à 2 fois par semaine, elle part de la chute et passe par Arundel via le chemin Bellingham, donc aujourd'hui la route 327, et probablement ensuite par l'actuelle route 364 à Rockaway Valley. À Saint-Rémy, il y a eu plusieurs scieries, comme c'est le cas partout dans les Hautes-Laurentides. De nos jours, on peut observer les ruines du moulin d'Eustache-Thomas, en activité entre 1925 et 1945. C'est un moulin hydraulique, donc il emploie la force de l'eau pour faire fonctionner les scies. Il y a eu un train ici, comme ce fut le cas de bien des localités au Québec à une autre époque. Le train qui sillonnait cette région des Laurentides est le chemin de fer du Canadien national. Il est arrivé à Saint-Rémy en 1925. Ce sera le terminus de la voie ferrée pour toujours, car il n'y aura pas de prolongement du réseau par la suite. Pour vous raconter ce moment important de la vie saint-rémoise, je dois vous parler du train de la colonisation de Montfort. Un groupe de financiers francophones montréalais met sur pied la Compagnie du chemin de fer de la colonisation de Montfort en 1890. Les travaux sont entrepris entre Saint-Jérôme et Montfort en 1894. Le tracé initial atteint Lac-des-Seize-Îles et Weir en 1895. Cette voie ferrée avait la particularité d'être plus étroite que les rails standards canadiens, qui sont de 56 pouces et demi. Le train de Montfort, lui, circulait sur une voie ferrée dite étroite, de 36 pouces de largeur. Ce type de voie ferrée accommodait des pentes plus raides allant jusqu'à 5 %. La Canadian Northern Railway rachète la Compagnie du chemin de fer de la colonisation de Montfort en 1895 et procède au remplacement des rails par le Standard canadien en 1896. Dans la foulée, le réseau est étendu à Arundel l'année suivante. Comme pour le Canadien Pacifique avec le Petit Train du Nord, on construit par étapes. On atteint la mine de silice de Saint-Rémy en 1916, j'y reviendrai sous peu, et finalement, le Canadien national est formé en 1918 et absorbe plusieurs compagnies ferroviaires en faillite, dont la Canadian Northern. Le train atteint finalement le village en 1925. Le chemin de fer passait par l'actuelle rue McLaughlin, dont je vous invite à remarquer le tracé particulier sur la carte. La gare de Saint-Rémy s'y trouve encore. C'est désormais une maison privée. En 1925, on étend également le réseau vers le sud. Les rails rejoignent la gare centrale à Montréal. Le train brise l'isolement de la région. Dans l'album du centenaire de Saint-Rémy, Lucien Thomas raconte qu'il est allé étudier dès 1926 à Ville-Saint-Laurent, à Montréal, en empruntant le train.
Évidemment, on ne faisait pas la navette à tous les jours, car il faut 4 heures pour se rendre à Montréal à partir de Saint-Rémy. C'est toutefois nettement plus rapide que se déplacer en carriole et à pied sur les chemins des Laurentides. La venue du train fera le bonheur des hôteliers qui feront des affaires d'or en accueillant les voyageurs. L'hôtel Thomas est le premier hôtel à avoir été construit dans la localité. À l'origine, cet établissement se situait sur le terrain du bureau de poste actuel. Toutefois, la proximité avec l'église est mal perçue. Vous savez, un débit de boisson, ça rend les gens pas très catholiques. L'hôtel sera donc déménagé dans les années 1900 sur son emplacement actuel, au coin de la rue Thomas. Il a été la propriété de 3 générations de Thomas, puis passera à d'autres mains. Aujourd'hui, cet établissement hôtelier est encore existant, ce qui est formidable. C'est l'Hôtel Prince, bien en vue sur la route 323. Tout juste à côté, il y a l'Hôtel Laurier, qui est la propriété d'Hilaire Thomas. Construit vers 1927, son propriétaire choisit d'honorer Sir Wilfrid Laurier, le premier Canadien-Français à devenir premier ministre du Canada. Laurier dirige le Canada entre 1896 et 1911. On peut donc croire qu'Hilaire Thomas est rouge en politique et qu'il assume très bien son vote en nommant son hôtel ainsi. L'établissement propose 25 chambres, un service de restauration, en plus d'offrir de la boisson à ses clients. Un grand quai est aménagé sur le lac Rémy face à l'hôtel. Plus tard, l'endroit sera connu comme l'hôtel chez Maurice, du nom de famille du gendre d'Hilaire Thomas. En effet, Aurèle Maurice reprendra la propriété de l'hôtel dans les années 1940 avec sa femme, Laurette Thomas. La bâtisse est encore bien visible de nos jours sur la route 323. L'hôtel était encore en opération il y a quelques années. En 2020, c'est entièrement rénové et c'est devenu des logements. Permettez-moi de vous ramener au tout début du 20e siècle, car une autre façon de se déplacer prend son envol, soit les automobiles, communément appelées les machines. Il faut dire que les premières automobiles tiennent davantage de l'engin que du moyen de transport. À Saint-Rémy, il semblerait que ce soit les hôteliers Thomas qui possèdent la première automobile au village. Les voitures circulent à l'été seulement, dans les meilleures conditions. Dans les années 1920, mais surtout les années 1930, l'automobile se taille une place de choix dans les Laurentides. Le gouvernement du Québec fait aménager vers 1930, par l'entremise du ministère de la Voirie, la route nationale 57, soit plus ou moins l'actuelle route 323. Elle relie Saint-Jovite à Montebello. À l'époque, la route nationale passe par la rue Saint-Louis et une bonne partie de la rue Amherst. Cette route est recouverte de gravier à ses débuts et on y circule à une vitesse de 50 km/h. Il faut bien commencer à quelque part. Plusieurs postes d'essence s'érigent à Saint-Rémy et les hôtels peuvent accueillir les automobilistes à bras ouverts. En 1938, on asphalte les rues de la municipalité, comme c'est la coutume dans les villages le long des routes nationales à l'époque. Paul-Émile Roy convertit sa forge en garage pour s'adapter à sa clientèle. Ce sera par la suite le garage des Galipeaux, des Turcotte et des Saint-Pierre. Ce garage se situait en face du dépanneur Saint-Rémy sur ce terrain vague. Pour surveiller la progression des feux de forêt au Québec, on érige un réseau de tours à feu à partir de 1907. Dans le livre des 100 curiosités du cœur des Laurentides de Marie Dallaire, on apprend qu'il y aurait eu jusqu'à 500 tours à feu au Québec vers la fin des années 1930. À Saint-Rémy, des feux de forêt surviennent à l'occasion, comme en 1902 et en 1933. Cette tour à feu, haute de 20 mètres, est érigée en 1930. C'est une chance qu'elle soit encore là de nos jours pour témoigner d'un passé révolu, car depuis les années 1960, la surveillance des feux de forêt s'effectue par la voie des airs. En 1987, la municipalité d'Amherst en fait l'acquisition et aménage un centre d'interprétation en 1996 pour le plus grand bonheur des amateurs de plein air et les historiens comme moi. Il est maintenant temps que je vous parle d'un grand drame qui s'est produit ici. Je parle bien sûr de la silicose, cette maladie insidieuse qui a fauché une cinquantaine de Saint-Rémois qui ont travaillé à la mine de silice et de kaolin. L'histoire commence en 1894, alors qu'un gisement de silice et de kaolin est découvert par Philibert Tassé qui creusait un puits.
Le terrain passe ensuite entre quelques mains, puis la Canadian China Clay and Silica Limited, puissante filiale de la Noranda Mines, lance une véritable entreprise minière à Saint-Rémy en 1912. Le train du Canadien national étend son réseau à la mine en 1916 au profit de la compagnie. La gare de Casil, au lac de la mine, est le lieu de transbordement du minerai extrait vers les marchés. Saint-Rémy devenait du même coup une ville mono-industrielle, car désormais, c'est la mine qui dicte les affaires au village. Beaucoup d'hommes y travailleront car c'est un employeur de choix. Le salaire horaire dans les années 20 est de 15 cents de l'heure. Toutefois, le procédé d'extraction et de transformation de la silice pose un problème sérieux sur la santé des travailleurs. Il faut dynamiter, broyer et transporter le minerai à sec, ce qui crée une épaisse poussière blanche. Cette poussière s'imprègne dans les poumons des travailleurs et les tue à petit feu. Il faudra des camions pour transporter une partie du minerai extrait, mais c'est principalement le Canadien national qui se charge du transport en vrac dans des wagons. Il y a plusieurs wagons de train qui sont stationnés en permanence sur la voie d'évitement à l'arrêt Casil sur la voie ferrée, prête à partir à Montréal. La mine va commencer ses opérations sous terre. En 1940, l'usine est rasée par un incendie. Alors on va en construire une toute nouvelle et augmenter l'exploitation de la mine. Désormais, c'est une mine à ciel ouvert à partir de 1942. On utilise alors des pelles mécaniques et des équipements plus spécialisés. Il se produit environ de 100 à 150 tonnes par jour de minerai, de quoi remplir 2 à 3 wagons de train. On produit ici différents types de sable. Si la prospérité est au rendez-vous à Saint-Rémy, la mort rôde. De 1935, les travailleurs commencent à mourir de la silicose. Cette maladie est causée par la poussière que respirent les travailleurs. Cela congestionne lentement leurs poumons, allant détruire des tissus vitaux. Une maladie incurable, mais certainement possible à prévenir. Les propriétaires de la mine le savent d'ailleurs probablement, mais choisissent de ne rien faire. Il en va tout autant du gouvernement de Maurice Duplessis. Les hommes commencent à tomber comme des mouches, laissant des veuves de Saint-Rémy vivre dans l'indigence. Pire encore, la mine continue de produire de la silice malgré les morts. Les autres travailleurs restent à l'emploi malgré les décès, car il n'y a aucun autre travail de ce type dans la région. Un lanceur d'alerte, le journaliste Burton Ledoux, publie pour le compte des Jésuites des articles qui dénoncent la situation. 3 femmes courageuses tentent même une poursuite contre la compagnie, sans succès. La puissante Canadian China Clay and Silica Limited possède beaucoup de moyens et engage des bons avocats. L'inertie du gouvernement en matière de soins de santé et de sécurité au travail n'aide pas les 3 valeureuses combattantes à obtenir justice de la minière. Le journal Le Devoir publie une série d'articles sur la silicose à Saint-Rémy et la mine sera contrainte de fermer en 1948. La conséquence est un recul démographique à Saint-Rémy, car le grand employeur quitte les lieux. Selon le livre du 125e de Saint-Rémy, certains quittent donc vers Montréal pour tenter de refaire leur vie. Comme je le mentionnais il y a un moment, la mine de silice amène la prospérité au village de Saint-Rémy-d'Amherst. Ça se remarque dans le patrimoine bâti. Plusieurs magasins généraux ont existé ici. Commençons par la route nationale 57, aujourd'hui la route 323. On retrouve ici le magasin de John McLaughlin et de sa succession, ce qui est en fait 4 maisons regroupées. La première maison à avoir été bâtie est la partie sur la droite, qui est de style vernaculaire américain. Le premier magasin prenait place dans la partie à sa gauche. John C. McLaughlin s'implique également au conseil municipal et à la fabrique dans les années 20 et 30. Le magasin a été agrandi une première fois. La partie centrale de gauche de style Boomtown. Un fronton postiche cache une toiture à 2 versants. Ce style architectural est assez répandu dans la région. Il est facile et rapide à construire. Enfin, complètement sur la gauche, on retrouve l'entrepôt, de style maison à toit plat. De nos jours, c'est un antiquaire qui occupe les lieux. Un peu plus au nord, sur la rue Amherst, on retrouvait le magasin de Philip Kelly. Cette maison à toit plat accueille aujourd'hui des logements.
Le dépanneur Saint-Rémy, situé au 183 rue Amherst, était autrefois le magasin de Salomon Thomas. On y trouvait en face une station-service Esso au garage ainsi qu'un poste de taxi. Dès 1944, Adolphe Galipeau et Donna Roy obtiennent une licence de la Régie des transports. Leurs services de taxi sont fort appréciés au village. Au 233 rue Amherst, on retrouve le magasin général de Napoléon Thomas. Napoléon est actif en politique municipale dans les années 1900. L'album du centenaire de Saint-Rémy mentionne qu'il est le propriétaire du commerce qui était dans cette maison en 1910. Son fils Alexandre prendra la relève. William Foisy sera également propriétaire dans les années 1940 du magasin. On y vendra de l'essence, à l'époque où les points de ravitaillement étaient plus courants que de nos jours. Ensuite, les Dion opèrent une quincaillerie dans la même bâtisse pendant des décennies et finalement, les Lucier seront sous l'enseigne Pro dans les années 2000. De nos jours, il n'y a plus de commerce dans les locaux. Sur la rue Saint-Louis, soit à l'ancienne route 57, le commerce de Magnus Léonard était également présent. Cet endroit a abrité un moulin à scie. En 1944, Lucien Thomas achète le magasin de Magnus. Il en sera le propriétaire jusqu'en 1974. Ce sera ensuite Gérard Thomas qui prendra la relève. Et par ailleurs, il y avait une allée de quilles au-dessus du magasin à cette époque-là. En 1986, soit l'année où on fait l'album du centenaire, M. Thomas y tenait encore un magasin. Après la Seconde Guerre mondiale, le train commence à perdre en popularité. Le CN déplaçait annuellement 1400 personnes à partir de et vers Saint-Rémy en 1940, et ce chiffre grimpe à 2400 personnes en 1945. On transporte jusqu'à 77 000 tonnes de fret par année. Évidemment, la mine de silice n'y est pas pour rien. Par la suite, de moins en moins de gens l'empruntent pour se déplacer. La route 11 ne cesse de s'améliorer, ce qui facilite l'implantation des autobus interurbains et du camionnage, qui enlève des parts de marché au transport ferroviaire. À Saint-Rémy, on organise par exemple un transport scolaire dès 1945. Les voitures se font également de plus en plus présentes. Il n'y a qu'à regarder des photos d'époque. L'ouverture de l'autoroute des Laurentides entre Montréal et Saint-Jérôme en 1959 ne fait qu'augmenter la suprématie de l'automobile dans la région. Devant une si rude concurrence, le Canadien national cesse son service sur la ligne Montréal-Saint-Rémy-Amherst. Le dernier train quitte Saint-Rémy le 27 mai 1962. Rapidement, les rails sont démantelés. En 1996, l'ancienne emprise ferroviaire est convertie en parc linéaire, le corridor aérobique. Même si le train ne passe plus, les cyclistes reviennent à chaque belle saison profiter de la beauté et du calme des lieux. Une première école au village est construite en 1887 pour assurer l'éducation des enfants. On la retrouvait sur le terrain de l'actuel Hôtel de Ville. Elle ne suffit plus à accueillir le nombre grandissant d'élèves dans l'après-guerre. Dans les années 1950, le gouvernement de Maurice Duplessis fait donc construire l'école Sacré-Cœur, qui est maintenant l'école Le Carrefour. Elle reçoit des élèves de la première à la 9e année, car la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu'à 14 ans à cette époque. Avec la réforme Parent de 1964, l'école accueille seulement les élèves du primaire. Pour continuer ses études, il fallait s'expatrier dans les municipalités qui ont des pensionnats ou des écoles normales, telles que Saint-André-Avelin en Outaouais. C'est en 1972 que Saint-Jovite reçoit les élèves du cours secondaire avec l'ouverture de la polyvalente Curé-Mercure. Ça fait bien moins loin à aller. La prospérité permet aux gens de profiter des loisirs. On se rassemblait à l'hôtel après le travail, quand le temps le permettait. Le dimanche est longtemps un jour de repos. Hilaire Thomas, le propriétaire de l'hôtel Laurier, organisait les dimanches de grands pique-niques et des jeux pour amuser les petits et les grands. La pétanque, le fer à cheval et le baseball sont à l'honneur. Saint-Rémy a même son équipe de balle et son club de hockey. L'électricité arrive à Saint-Rémy en 1949. On passe une ligne à partir de Saint-Jovite. Ici, c'est une coopérative qui permet aux résidents de se brancher sur le réseau, qui appartient à la Gatineau Power. Au départ, il n'y a que 7 abonnés dans le secteur. Le réseau sera étendu au hameau de Vendée en 1950 et les campagnes seront branchées plus tard.
La télévision fait son entrée à Saint-Rémy durant les années 1950 dans le restaurant de Madame Molloy, juste en face de l'actuel dépanneur Saint-Rémy. Les gens se rassemblaient pour y regarder les belles histoires des pays d'en haut à Radio-Canada. Lorsque vous roulez en voiture, il y a une signalisation à respecter. Ça semble aller de soi de nos jours. Sachez qu'à Saint-Rémy, on installe des panneaux stop en 1966 dans les rues de la municipalité. En 1978, on choisit de nommer les rues et d'employer un lettrage blanc sur fond vert. Les grandes familles de la région reçoivent en hommage une rue à leur nom, comme par exemple les Thomas, les Carrières, les Racicot et les Brosseau, pour ne nommer que celles-ci. Saint-Rémy se dote d'un corps de pompiers volontaires en 1966. On aménage un nouvel hôtel de ville en 1982 ainsi qu'un garage municipal en 1985. Dans les années 1960 et 1970, une association de pêche est créée pour Amherst et Huberdeau. On procède à l'ensemencement de certains lacs pour attirer les amateurs de pêche. Ce sera la principale activité touristique de la région avec la chasse, comme c'est le cas à bien des endroits dans les Hautes-Laurentides. Le chevreuil et l'ours sont abondants et très prisés. L'orignal est plutôt rare dans la région. La motoneige sera également très populaire dans ces années-là. Dans les années 1990, le développement d'Intra-Ouest au Mont-Tremblant favorise la centralisation des services et des magasins à Saint-Jovite. Il se crée une petite région métropolitaine, si on veut. Tremblant agit comme le centre-ville et Amherst se cantonne en banlieue dortoir, à l'image de d'autres municipalités comme Brébeuf ou La Conception, à proximité de Mont-Tremblant. Les commerces quittent donc Saint-Rémy ou bien ferment leurs portes, mais les familles s'y installent quand même. L'école Le Carrefour bénéficie grandement de cet apport de jeunes car elle s'est vue agrandir dans les années 2000. Voilà donc, chers amis, un bref portrait de l'histoire de Saint-Rémy d'Amherst. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Aimez, commentez et partagez la capsule pour faire découvrir le charmant hameau au plus grand nombre possible. Profitez également de cette tribune pour laisser en commentaire vos souvenirs de Saint-Rémy. Mon nom est Philippe Aubry du projet Histoire d'un Nord et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui couvrira l'histoire de Vendée, qui fait également partie de la municipalité du canton d'Amherst. À bientôt!